Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Sport FM. À l'heure de la riposte contre la Covid-19, le match n'est pas encore gagné face au nouveau virus à couronne. Voilà pourquoi la référence sportive continue, la sensibilisation, l'éducation ou encore la communication autour de la pandémie. Les États-Unis enregistrent à nouveau 2000 morts dans une seule journée. Le Mexique inquiète parce qu'on a franchi le cap des 50 000 morts là-bas. L'Inde aussi se reconfine parce que le nombre de contaminations là-bas augmente. Au Togo, ce n'est pas la tranquillité aussi parce que l'on a franchi le cap des 1000 contaminés. Aujourd'hui, on reçoit Dr Lacté Adassou Nipe, directrice du district sanitaire numéro 4 de Kodiovia-Kopé. Ensemble avec elle, comme depuis toujours, nous parlons de tout ce qui tourne autour de la maladie à coronavirus. Mise en onde, Théo Ajavon, la vidéo. Comme toujours, est l'affaire d'Eloma Dovon. Une vidéo que vous pouvez retrouver naturellement sur le www.radiosportfmtg.com. Moi, je suis Franck Nouniama. Et les messages de sensibilisation, d'éducation qui se poursuivent à travers les artistes, des Togolais, des Ivoiriens, des Béninois, des Burkinabés, des Nigériens, des Tchadiens, des Sénégalais. Tout le monde a chanté, même le président du Libéria, George Opongoya, aussi a chanté pour lutter contre cette vilaine maladie. En tout cas, quelque chose qu'on ne voit pas, on ne peut pas lasser coup de poing. Ce n'est pas moi, c'est les Ivoiriens. Hein. Quand on est proche, on ne s'approche pas trop. Voilà. Merci de nous suivre. Merci d'être au rendez-vous de cette émission qu'on appelle souvent la riposte, une émission de riposte contre la Covid-19. Et on reçoit aujourd'hui Dr Lacté Adassou Nipe. Elle est directrice du district sanitaire numéro 4 de Kodiovia-Kopé. C'est ça, non? Bonne arrivée, bonjour. Bonjour, monsieur Franck. Vous allez bien? Très bien. Mais je voudrais juste préciser qu'il n'y a plus de district sanitaire numéro 4. Maintenant, le système sanitaire s'est calqué sur les communes. Donc, pour le moment, il y a un directeur préfectoral de golf et les médecins-chefs ne sont pas encore nommés. Très bien. On espère que tout ça, ça va se faire bientôt. Cette question, je la pose souvent à mes invités. Mais la Covid-19, c'est une réalité ou bien on trompe les gens? Et voilà, c'est quelque chose qui est fabriqué par quelqu'un quelque part pour embêter les gens depuis décembre 2019 et depuis mars au Togo. La Covid-19 existe bel et bien. La preuve, on voit actuellement depuis 2 semaines des cas augmentés à une allure plus importante qu'avant et le nombre de décès aussi qui augmente. Donc, c'est une réalité. L'existence de cette maladie n'est plus un débat. C'est une réalité. Il faut que tout le monde se réveille et que nous nous battions contre cette maladie en respectant tout ce que le ministère de la Santé aura à nous dire. Alors, qu'est-ce qui fait que certains font encore Saint-Thomas? C'est parce qu'ils n'ont pas encore vu un malade? C'est parce qu'ils ne sont pas malades eux-mêmes? Qu'est-ce qui peut expliquer ça selon vous? Bon, certains font Saint-Thomas parce qu'ils n'ont pas encore vu les malades, comme vous l'avez dit. D'autres se disent qu'il faut mourir de quelque chose. Ils préfèrent vivre et normalement ne pas se priver de leur liberté. Donc, c'est ça qui fait que certaines personnes ne respectent pas ce que le système a prévu, le système sanitaire a prévu pour pouvoir se protéger contre cette maladie. On va justement rappeler encore quelques symptômes peut-être pour savoir si on est malade ou pas, ou bien des gestes qui sont des gestes suspects. Mais quand on attrape le coronavirus, quels sont les signes? Oui, c'est ce qui fait aussi la particularité. Une des particularités de cette maladie, c'est que si nous prenons 100 personnes contaminées, 80 n'aura presque pas de signes, sinon 0 signe. Soit c'est quelques signes légers
ou 0 signe, rien, vraiment rien du tout. Donc, c'est 20% qui vont... la proportion de 20% qui va développer la maladie. Et dans cette proportion aussi, ce n'est pas toutes ces personnes qui sont dans cette proportion qui vont faire la forme grave. Non, ce n'est pas tous. Certaines personnes vont faire la forme grave, d'autres vont mourir de cette maladie, mais c'est 5% qui va faire des formes vraiment très graves. Oui. Donc, les signes, c'est la fièvre déjà, parce que c'est une maladie virale, c'est la fièvre, la toux, une toux sèche qui gêne, mais de plus en plus, il peut y avoir une toux grasse aussi. Donc, il y a les difficultés respiratoires. Au tout début, c'était les 3 symptômes principaux. La toux, la fièvre, la difficulté respiratoire. Mais de plus en plus, avec l'évolution de la maladie, on a eu à voir plusieurs signes associés qui sont des maux de tête, des douleurs musculaires. Lorsque la maladie est arrivée en Europe, il y a eu 2 signes principaux aussi qui se sont ajoutés, qui sont la perte de l'odorat, donc vous ne sentez rien du tout comme odeur, et la perte d'appétit, la perte de goût plutôt. La perte de goût, vous mangez mais vous n'avez pas de goût, vous ne sentez pas le goût de la chose. Il y a certaines personnes qui ont des pertes d'appétit, d'autres font comme la maladie, comme si c'était le palu, c'est-à-dire la fièvre, les maux de tête. Ça dépend, chacun, les signes sont différents d'un individu à l'autre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la fièvre, on peut avoir la fièvre, la toux, la difficulté respiratoire, tout en sachant aussi qu'on peut ne rien avoir du tout. Ce sont les principaux symptômes. Peut-être on n'a pas, peut-être on ne sent pas les odeurs, on ne sent rien. Peut-être on peut être dans une cuisine où il y a de très bonnes odeurs, mais on ne sentira rien, c'est ça, non? Oui, mais et sur 100, vous avez dit qu'il y a 80 qui ne développent aucun signe, 20 peuvent peut-être faire la maladie et 5% peuvent en mourir, c'est ça, non? Non, le taux de létalité n'atteint pas 5%. Le taux de létalité actuellement tourne autour de 2%. Donc, ça dit ceux qui peuvent mourir de la maladie. Mais c'est ceux qui font vraiment la forme grave de la maladie, c'est eux qui sont parmi les 5%. C'est-à-dire quand ils attrapent, quand ils se font contaminer, ils développent immédiatement la forme grave. Donc, les 15%, certains développent, au tout début, ça va, et après, on a une complication qui survient après quelques jours. Alors, au moment où, normalement, on est censé avoir une baisse de la fièvre ou bien des autres signes, ils font une certaine complication. Très bien. Les 80 qui ne développent aucun signe, est-ce que c'est par rapport à leur immunité? Est-ce qu'ils ont des soldats capables de maîtriser le virus? C'est par rapport à ça? Sûrement que cela dépend de l'immunité, comme vous le dites, de la bonne santé de l'organisme de la personne, et surtout aussi du fait qu'il n'y a pas de facteurs de risque qui peuvent les amener à une forme grave. Donc, il faut savoir qu'il y a des facteurs de risque aussi qui précipitent les personnes contaminées vers des formes graves. Vous parlez de certaines maladies comme l'hypertension, diabète, tout ce qui tourne, même le VIH. C'est ça, c'est ça. Donc, il y a des facteurs de risque qui peuvent, lorsque ces facteurs de risque, vous les avez, vous avez tendance à faire la forme grave de la maladie. Donc, normalement, parmi ces facteurs de risque, il y a l'âge également. Lorsque vous êtes âgé de plus de 60 ans, vous êtes prédisposé à faire la forme grave. Mais cela ne veut pas dire que certaines personnes jeunes ne font pas la forme grave et ne meurent pas de cette maladie. Parmi les décès du Togo, il y a des personnes qui ne sont pas
aussi âgés que cela. Il y a eu ceux qui ont eu moins de 40 ans. Oui, effectivement, qui sont décédés. Donc, l'heure est à la vigilance. Ce n'est plus à se demander cette maladie existe. Ce n'est pas le lieu de se poser même des questions qui a fabriqué ce virus. Ce n'est pas ce qui est important aujourd'hui. Ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment d'adopter des gestes qui peuvent nous aider à ne pas se faire contaminer rapidement. Parce que ce virus est très contagieux. Lorsqu'une personne l'a, c'est très facile de contaminer 3 à 5 personnes tout autour. Alors, lorsqu'on suspecte quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? On le prend, on le met dans une voiture, dans un véhicule, et puis on l'amène là où il faut, ou bien on appelle le 111, c'est ça? Oui, vous pouvez appeler le 111. Vous pouvez, si vous connaissez le numéro des anciens districts, avant le Lomé commune était divisé en districts, si vous avez leur numéro, vous pouvez les appeler pour qu'ils puissent venir faire le test à la personne. Mais les cas suspects aussi se détectent lors de la consultation au niveau des formations sanitaires, que ce soit public comme privé. Lors d'une consultation, lorsqu'on voit que vous avez des signes suspects, on appelle les équipes d'intervention rapide qui viennent faire le prélèvement. On vous met en isolement et le lendemain, lorsqu'on a les résultats, on peut venir vous chercher ou pas. Donc voilà à peu près ce qui se passe. Alors, pour le dépistage, lorsque j'ai envie de me faire dépister, par exemple, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais au CHR Lomé Commune ou bien je peux aller n'importe où pour le faire, un centre médico-social par exemple, et puis est-ce que je paie quelque chose? Au Togo, normalement, pour le moment, il n'y a pas de dépistage. Le test est fait pour les cas suspects, ceux qu'on suspecte. Donc, lorsque je ne sens rien, je n'ai aucun signe, j'ai envie de me faire dépister tout simplement. Pour le moment, le Togo ne le fait pas. Maintenant, il y a certaines personnes qui veulent se faire dépister pour voyager. Je crois qu'il y a des vidéos qui sont passées avec l'ouverture de l'aéroport. Il y a un montant que vous allez payer. Vous pouvez le faire au niveau de l'aéroport, mais avant que la machine de l'aéroport ne commence, c'est l'Institut d'hygiène qui faisait ces analyses et elles étaient payantes parce que ce n'est pas une suspicion de cas, c'est un désir personnel de voyager. Donc, la personne devait contribuer parce que ce test est un peu cher. Si on utilise le test pour des simples dépistages alors qu'il y a des cas suspects que nous devons prélever, tester, on risque d'avoir un manque de tests, donc de laisser passer aussi des cas suspects et ces cas suspects vont contaminer des gens dans la communauté et là on aura de sérieux soucis. Donc ceux qui veulent voyager doivent se soumettre forcément ce genre de tests. J'ai eu dire qu'on parle de 40 000 ou quelque chose, je ne sais pas si je me trompe, pour le test. Voilà, donc c'est obligatoire à ce niveau lorsque vous voulez voyager aujourd'hui. Oui, c'est vrai que nous n'avons pas une note officielle, mais nous tous, peut-être vous comme moi, nous avons vu les spots publicitaires où on parlait de 40 000, il faut s'enregistrer sur un site et tout. Ça, c'est vraiment au niveau des spots publicitaires que moi aussi j'ai entendu. Peut-être que pas à la longue, il y aura une note officielle qui nous sera adressée pour que nous puissions renseigner aussi ces personnes qui viennent vers nous dans le but de faire un test de dépistage pour voyager. Alors, c'est la même chose pour ceux qui rentrent au pays du voyage. C'est la même chose. Ils doivent se soumettre au même protocole, on peut dire. Oui, c'est ça. Très bien. Nous allons marquer la première pause de cette émission et après, juste, on va continuer. Si c'est pour ce morceau intéressant, il y a beaucoup de messages dedans. Il y a nos classiques, nous, voilà, Sport FM et on reçoit, vous le savez, docteur Lacté Adassou Nipé, les responsables du centre de santé de Kodjouvia-Kopé. Alors, on va continuer. Il y a quelque chose qui
ne tourne pas bien dans la tête des gens lorsqu'on voit aujourd'hui le développement de cette maladie. Les Américains ont été durement frappés. Le Mexique aussi, on vient de franchir le cas de 50 000 morts. On voit que cette pandémie ne recule pas. Il y a une certaine augmentation au niveau des contaminations à tous les niveaux. Vous avez parlé d'indiscipline, peut-être les gens qui font Saint-Thomas. Est-ce qu'il n'y a que ça pour expliquer, on va dire, cette résurgence de la pandémie qui ne recule pas, qui continue de faire courir tout le monde? On sait que le Togo aussi a franchi le cap des 1000 contaminés. Alors, il n'y a que cette indiscipline ou bien ceux qui font Saint-Thomas et qui ne respectent rien, qui justement expliquent tout ça? Pendant un certain temps, il y avait le confinement. Donc, le fait de rester à la maison, de ne pas aller au service, a fait que la contamination n'était pas trop élevée. De plus en plus, les pays sont en train de déconfiner. Et surtout, vous allez voir au niveau de l'Europe, ils ont déconfiné les cas. Ils pensaient avoir maîtrisé la maladie. Les cas n'étaient plus élevés, mais avec le déconfinement, les cas ont augmenté. C'est le cas aussi du Togo. Les écoles, du moins les classes d'examen, ont été rouvertes. Certains vols spéciaux dans le but de ramener les Togolais, nos compatriotes qui sont bloqués à l'extérieur. Les heures de couvre-feu qui ont été levées, tout cela aussi a contribué à augmenter les cas. Normalement, avec ce déconfinement, nous devrions respecter les mesures barrières pour éviter une forte contamination, mais force est de constater que lorsque vous sortez, vous voyez dans les bars, les gens vivent normalement comme avant. Le port de masque, ce n'est pas trop leur souci. Je crois que c'est pour cela même que le gouvernement a sorti la loi de port obligatoire de masque. Donc, il y a tout cela, tout ceci a contribué à augmenter les cas, que ce soit au Togo ou bien dans les autres pays. C'est ce déconfinement aussi qui a augmenté le nombre de contaminés. Faudrait-il retourner au confinement? Non, non, on ne peut pas retourner au reconfinement. Mais vous allez remarquer qu'il y a certaines personnes qu'on a reconfinées, certaines zones qui ont été reconfinées suite à la montée des cas, à la progression rapide des cas. Mais actuellement, tout le monde doit apprendre à vivre avec la maladie. On ne sait pas à quel moment on aura un médicament ou un vaccin. Donc, nous sommes obligés d'apprendre à vivre avec la maladie. Sinon, nous allons être confinés pendant encore longtemps, puisque les vaccins ne sont pas encore prêts. Et même si les vaccins sont prêts aujourd'hui, est-ce que le coût sera abordable, accessible à toutes les poches? Je ne pense pas. La production également, est-ce qu'elle pourra couvrir presque les 8 milliards d'individus que nous sommes sur la Terre? Ce sera difficile. Donc, l'important actuellement, c'est d'apprendre à vivre avec cette maladie tout en respectant les gestes barrières. En tout cas, les Américains ont mis sur la table 9 milliards de dollars et ils réclament la plus grosse dose en cas de découverte d'un vaccin. Peut-être, qui sait. En tout cas, des études continuent partout. La biotech Moderna au niveau des États-Unis, l'université d'Oxford en Angleterre, ils travaillent dessus. Maintenant, la question que vous vous êtes posée, elle est légitime. Est-ce que l'Afrique va avoir droit tout de suite à ces vaccins? Tout ça, c'est un point d'interrogation. Alors, vous l'avez évoqué aussi, lorsqu'on prend par exemple les marchés, il y a une certaine indiscipline. Les gens ne sont pas conscients du risque, du danger qui les guette. Lorsqu'on prend les bars aussi, ce n'est pas forcément le respect. Quand on a fini de boire, parfois on perd un peu sa lucidité, on se tape dessus, on se donne la main, comme avant la Covid-19. Mais peut-être un message à l'endroit de ces personnes, parce que sur le plan sanitaire, c'est dangereux. Effectivement, vous l'avez dit, c'est très dangereux. Je viens de dire tantôt qu'on
doit apprendre à vivre avec cette maladie. Nous sommes obligés de respecter certaines mesures pour pouvoir vivre longtemps. Parce que avec cette maladie, on ne sait pas, on dit ceux qui meurent, c'est ceux qui sont âgés de plus de 60 ans, ceux qui ont des facteurs de risque, mais on a vu des gens mourir avant cet âge. Donc, vraiment, prenons conscience, soyons plus responsables pour pouvoir protéger nos prochains et nous protéger nous-mêmes. Une fois que nous sortons, nous allons dans des lieux de rassemblement et que nous nous faisons contaminer, peut-être que nous, on ne va pas développer la maladie, on ne saura même pas. Peut-être qu'on fera partie des 80% qui n'auront aucun signe. De retour à la maison, nous pouvons contaminer un proche, un enfant, un papa, une maman ou bien un fils. Et malheureusement, c'est lui qui va faire la forme grave, peut-être même mourir. Donc, nous devenons responsables de sa mort pour nous protéger et protéger nos proches, protéger les voisins, les autres. L'autre, avec grand A, il faut qu'on soit un peu plus responsable et suivre les mesures, les gestes barrières. Très bien. On est dans la sensibilisation, dans l'éducation. Peut-être qu'il y a certains aspects que les gens ne comprennent pas. Le port de masque, qui est d'ailleurs devenu obligatoire depuis, je peux dire, plusieurs mois déjà. Alors, pourquoi doit-on porter le masque? Peut-être qu'il faut expliquer cette partie à la population pour qu'elle se rende compte que vraiment, c'est important, c'est primordial pour leur santé. Oui, avant, le port de masque n'était pas obligatoire. Actuellement, si vous regardez de par le monde, le port de masque devient obligatoire, que ce soit dans les pays les moins avancés ou bien les pays occidentaux. Tout le monde doit porter le masque parce qu'on s'est rendu compte que ce masque protégeait, du moins diminuait le risque de transmission. Si je porte le masque, tu portes le masque, ces projections qui devaient aller vers vous, vers l'autre, ces projections n'y vont plus. Donc, les gouttelettes. Anna, en portant ce masque, si vous éternuez, les gouttelettes respiratoires, ces fluides respiratoires qui sortent, qui peuvent même peut-être rester en suspension pendant quelque temps dans l'air, restent dans le masque. Donc, je me protège, je protège l'autre. Et cette protection est maximisée quand c'est nous deux qui portons le masque. Si une personne porte le masque, mais l'autre ne porte pas le masque, on diminue le risque de protection. Qu'est-ce que je dis? Le pourcentage de protection contre cette maladie. Donc, il est très important que tout le monde porte le masque. Et si je porte mon masque et l'autre ne le porte pas, il faut le motiver, l'encourager à porter le masque parce que du moment où lui aussi ne porte pas ce masque, je ne suis pas protégée. Donc, c'est très important. Cela permet de réduire d'une façon importante le risque de contamination puisque c'est ces gouttelettes qui vont vers les yeux, la bouche, qui peuvent contaminer, le nez qui peuvent contaminer. C'est ces gouttelettes qui sortent de notre bouche ou bien de notre toux, de nos éternuements qui se déposent sur les surfaces. C'est ces gouttelettes qui vont contaminer la main. Et par mégarde, si nous amenons la main vers les yeux, la bouche ou le nez, nous faisons contaminer. Donc, ce masque fait beaucoup de choses. Cela empêche d'avoir les liquides, les fluides là directement au visage. Cela empêche de contaminer les surfaces aussi. Voilà, nous sommes sur les mesures barrières. Voilà, on va continuer d'en parler. Pourquoi maintenant il faut se laver les mains à longueur de journée? Dès que je sors ici, je dois me laver les mains. Donc, je fais un tour, je me lave les mains. Mais ça sert à quoi? Je viens de le dire. Lorsque quelqu'un, peut-être qui n'a pas porté le masque, il a éternué, automatiquement, vous voyez toutes ces gouttelettes-là qui sortent lors d'un éternuement. Ces gouttelettes se déposent sur les surfaces. Donc,
par mégarde, en parlant, j'ai mis ma main sur la table, mais je vais venir tenir votre porte. Donc, en tenant la porte, je laisse quelques-unes des gouttelettes contenant le virus. Une autre personne, en passant, lui aussi, il ouvre la porte, puisque nous n'avons pas des portes qu'on pousse. Nous avons des portes avec des poignées. Voilà pourquoi, lorsque je touche un poignet, lorsque je touche une table, je dois laver les mains. C'est pour enlever ces virus qui sont sur ma main. Puisque le virus ne meurt pas, lorsqu'il sort de l'organisme, il ne meurt pas automatiquement comme certains virus. Il a encore une durée de vie en fonction du lieu où il se trouve, en fonction de la matière sur laquelle il s'est déposé. Si c'est du bois, si c'est du fer, la durée de vie diffère. La durée de vie diffère selon la matière. Donc, et selon les conditions aussi de température. Donc, voilà pourquoi il faut laver les mains. Le virus étant invisible, on ne le voit pas à l'œil nu. On ne sait pas si quelqu'un l'a déposé sur le poignet. On ne sait pas si quelqu'un l'a déposé sur le micro en parlant. Sur cette surface de la table. Oui. Donc, il faut se laver les mains le plus souvent possible. Ce n'est pas la peine de compter. J'ai lavé 2 fois ou bien j'ai lavé 3 fois. Non. Lavons les mains autant de fois que faire se peut. Donc, c'est ça. Alors, pourquoi on nous demande toujours dans ces mesures barrières d'ouvrir les fenêtres, souvent les portes, aérer les chambres? Pourquoi ça donne quoi? Ça fait fuir le virus? Non. Je venais de dire que lorsqu'on éternue, des fois, il y a des gouttelettes tellement fines qu'elles peuvent rester en suspension dans l'air pendant un petit temps. Lorsque la salle est aérée, le vent va faire partir ces gouttelettes en suspension dans l'air. Donc, cela réduit le risque de contamination. Si ce n'était pas ouvert pour qu'il y ait ce courant d'air, une autre personne, en rentrant dans la salle, en respirant, peut se faire contaminer. C'est le lieu aussi de dire à la population, aux auditeurs qui nous écoutent, depuis un certain temps, on voit que les gens, porter le masque toute la journée, vraiment, c'est difficile. C'est un effort l'on doit faire sur soi pour pouvoir garder ce masque, surtout pour nous qui quittons la maison le matin, c'est parti pour le soir. C'est très difficile. Donc, les gens ont trouvé la stratégie de visière. Quand on va au bord de la route, ils portent la visière et ils enlèvent le masque, ils jettent. C'est grave. C'est grave. Cette visière nous protège, mais elle nous protège uniquement contre les projections de gouttelettes. Et ces gouttelettes qui sont en suspension, que l'on peut respirer. Donc, on n'a rien fait. Le masque permet de filtrer l'air que nous respirons. Au début, on ne savait pas. On disait que les gouttelettes sont lourdes, le virus est lourd, il ne reste pas en suspension, il tombe lorsqu'on éternue, ça tombe. Mais c'est un virus nouveau, donc les études continuaient. On montrait qu'il peut être suspendu. Oui. Avec le recul, maintenant, on s'est rendu compte qu'il peut être aussi suspendu dans l'air avec des gouttelettes très, très fines. Donc, c'est beau de porter la visière, mais c'est encore mieux d'y associer un masque. Donc, la visière va protéger mes yeux, elle va protéger mon visage aussi, parce que des fois, certains crachent et puis tu as ça au visage. En dehors de coronavirus, c'est très désagréable. Cela va me protéger, mais il faut le masque pour filtrer l'air que je suis en train de respirer. C'est très important. C'est mieux de porter le masque sans la visière, mais la visière sans le masque, vous n'avez rien fait. Voilà, donc il faut préciser, nous parlons mesures barrières. Docteur Lacté Adasoubnipe, pourquoi dit-on encore, on fait le tour des mesures barrières, d'éviter les endroits ou les lieux à forte fréquentation? Pourquoi? Oui, lorsque vous allez dans un lieu où il y a beaucoup de personnes qui se sont rassemblées, la distanciation physique est un peu difficile parce que le lieu est bondé. Vous ne pouvez pas avoir cette distance physique que l'on demande. Vous aurez tendance à être proche. Vous allez vous frotter. Il y aura un contact physique. Et aussi, lorsqu'il y a ces rassemblements, on l'avait dit tantôt, le masque, il est là, mais en étant trop proche, ce n'est pas trop bon. Cela n'aide pas
dans cette lutte contre la maladie. La possibilité de sortir contaminé dans ce groupe est élevée. Plus le nombre est élevé, plus la probabilité qu'il y ait quelqu'un qui porte le virus est aussi élevée. C'est vrai que on dit de laver les mains, mais est-ce qu'à ce lieu de rassemblement, disons dans cette salle, vous avez l'eau à côté pour pouvoir laver les mains à chaque fois? Non, ce n'est pas évident. Quelque chose peut passer tout de suite, je vais me frotter les yeux, je me suis contaminée. En se frottant, en tenant les mêmes portes, en rentrant dans la salle, peut-être qu'il n'y a pas l'eau à côté, ni de gel. Je peux faire un geste et bon, malgré toutes les précautions, le masque et tout, je vais me contaminer. Donc, c'est mieux de ne pas aller dans les lieux de rassemblement. Et aussi, dans ces lieux de rassemblement, il y a les gens qui rient, qui, à un moment donné, ils s'égarent, ils s'oublient, ils enlèvent le masque même parce qu'ils se disent qu'ils ne se font pas bien écouter. En parlant maintenant, il descend son masque. Parce qu'il y a du brouhaha, le nombre est élevé, il faut se faire comprendre, entendre. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans ces lieux de rassemblement que le ministère de la Santé a jugé bon de réduire ces rassemblements. C'est dans les rassemblements qu'on voit aussi les gens boire. Donc, c'est mieux de rester à la maison. En tout cas, les auditeurs, beaucoup d'entre eux entendent simplement mesures barrières. C'est quoi ces mesures-là? Ils ne comprennent pas. Éviter les embrassades, les accolades. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça vient chercher dans cette histoire de Covid-19? Oui, c'est parce que nous n'avons pas encore les médicaments, nous n'avons pas encore le vaccin que nous sommes obligés de respecter ces mesures dites barrières. Ces mesures nous aident à ne pas nous faire contaminer, tout simplement. C'est tout. On entend le mot barrière, quelque chose qui t'empêche d'avoir quelque chose. Ou bien obstacle. Oui, un obstacle. Pour créer un obstacle contre cette maladie. Voilà. Donc, mesure barrière, c'est créer un obstacle, un écran, une protection contre ce virus nouveau que l'on ne maîtrise pas bien encore. C'est cela les mesures barrières. Parce que nous n'avons pas encore les médicaments, nous n'avons pas encore le vaccin. Donc, il faut à tout prix que l'on puisse respecter ces mesures barrières. Je dois aussi, si je le veux, tousser dans un mouchoir, mais je ne dois plus remettre ce mouchoir-là dans ma poche. Quand je tousse, ça doit être dans un mouchoir à usage unique que je jette tout de suite. Oui. Vous avez parfaitement relaté le geste. C'est un des gestes barrières. Il faut utiliser un mouchoir à usage unique que l'on jette immédiatement, mais ce n'est pas fini. Après l'avoir jeté, il faut laver les mains. Parce qu'en toussant, en éternuant, peut-être qu'en tenant le mouchoir, puisque le virus vit, donc en manipulant ce mouchoir, peut-être que j'ai déposé certains virus sur la main. Donc je jette et je lave les mains avec de l'eau et du savon. Très bien. On a fait pratiquement le tour des mesures barrières. Une deuxième pause, Théo. Et voilà encore des messages de sensibilisation à travers les chansons. Quand on est proche, on ne s'approche pas trop. Vous comprenez, non? Quelque chose qu'on ne voit pas, on ne peut pas lancer coup de poing. C'est les Ivoiriens qui disent ça. On ne voit pas ce virus-là. Donc le combat, au départ, est très compliqué, très difficile. Voilà, on va aborder la dernière partie de cette émission avec Dr Lacté Adasoubnipe, et directrice de centre de santé de Kodjovia Kopé. Alors, aujourd'hui, quel est le message? S'accrocher aux mesures barrières, discipline, responsabilité autour? Oui, je crois que vous avez tout résumé. Aujourd'hui, c'est vraiment respecter les gestes barrières, les mesures barrières. Il faut que nous soyons disciplinés, que nous soyons responsables de chacun, de l'autre, de nous-mêmes. Donc, c'est très important.
Et au niveau de Côte-d'Ivoire, ça se passe bien. Vous voyez que ces mesures barrières deviennent un réflexe pratiquement pour les gens. Vous constatez ça? Oui. Ces mesures barrières sont devenues un réflexe pour la majorité. C'est cette minorité-là qui n'adhère pas encore. C'est cette minorité qui peut constituer maintenant un problème pour tous les autres. Donc, c'est pour cela que la sensibilisation continue. Peut-être d'ici peu, la frontière va être ouverte. Et la frontière de Côte-d'Ivoire, c'est une très grande frontière. Nous sommes en train de réfléchir à la communication qu'il y aura là-bas. Les partenaires techniques et financiers aussi sont conscients de l'ampleur du passage à ce niveau, et eux également, ils sont en train de réfléchir aux dispositions à mettre là-bas pour pouvoir continuer la sensibilisation, exhorter les gens à respecter les mesures barrières. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements à la frontière de Côte-d'Ivoire-Copé, donc il faut peut-être une nouvelle stratégie de communication à ce niveau lorsque les frontières seront rouvertes. Merci, docteur Lacté Adassou Nipé, responsable directrice du centre de santé de Côte-d'Ivoire-Copé, d'être venu. Revenez quand vous voulez. Merci à l'homme à devant pour la vidéo de cette émission, une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Théo Ajavon, merci, à très bientôt, merci aux auditeurs.